Les gens font des choix de vie suite à ce podcast. Oh, Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast de Rubriken Histoire Braze, Enquête du patrimoine. Le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Axel Gerin et avec Marie Mouchou, nous allons vous emmener dans cette première série de podcasts qui est dédiée aux vulgarisateurs, donc tous ceux qui diffusent l'histoire et le patrimoine au grand public. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons à une façon de diffuser l'histoire par un média très populaire en ce moment, qui est le podcast. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Fanny Cohen-Moreau. Bonjour Fanny. bonjour. Fanny, tu as créé en 2017 le podcast Passion médiéviste, qui donne la parole à de jeunes chercheurs en master et en thèse pour qu'ils parlent de leurs recherches. Et depuis, tu as élargi ton podcast à Passion moderniste et Passion antiquité. Mais tu as aussi développé des épisodes d'hors-série pour explorer de nouvelles façons de parler du patrimoine et de l'histoire, et notamment du patrimoine breton, qui t'est cher apparemment. Mais oui, on va en parler, tout à fait. Alors pour commencer, est-ce que tu peux rapidement nous en dire un petit peu plus sur ton parcours universitaire et professionnel ? Alors, moi, à la base, je savais pas ce que je veux faire dans la vie, mais je voulais pas m'ennuyer, et c'est un peu ce que je fais maintenant aujourd'hui. C'est que j'ai fait à la fois des études d'histoire, mais aussi de journalisme, parce que je sais que je voulais pas être enseignante ou je voulais pas être chercheuse, mais je voulais vraiment essayer de trouver un moyen de conjuguer l'histoire et le journalisme, et c'est arrivé quand j'ai lancé Passion médiéviste, donc comme tu l'as dit, en 2017, avec vraiment cette idée de à la fois faire entendre les jeunes chercheurs et chercheuses, mais aussi de vulgariser le Moyen-Âge en général. Et donc, je suis contente parce que maintenant, depuis 2020, vraiment, le podcast est mon boulot quasiment à temps plein, que ce soit avec Passion médiéviste ou avec ce que je fais à côté. Donc, pas mal de choses. Et donc, comment était venue cette idée finalement, vraiment de faire ce podcast sur ce sujet-là ? Est-ce que tu avais des copains qui faisaient de la recherche en histoire peut-être Moi-même, j'ai fait un master d'histoire médiévale, mais donc, comme je l'ai dit, pas avec l'objectif de faire de la recherche. Et je me disais, alors, on se replonge, c'était 2016, 2017, je me disais, mais en fait, surtout quand on fait un master, les recherches qu'on fait, finalement, disparaissent. Alors, depuis, il y a des choses qui permettent d'avoir des masters en ligne. Ça se trouve, il y a plusieurs personnes qui font le même mémoire sur un sujet, et je trouvais ça un peu absurde. Et je me disais aussi, on entend un peu tout le temps les mêmes personnes à la radio et tout ça, donc j'avais envie de mettre vraiment en avant le côté jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, en comprenant aussi les doctorants et doctorantes. Et aujourd'hui, quand tu reçois des invités, comment est-ce que tu choisis les sujets ou les invités qui vont venir dans ton podcast ? Alors, il y a plein de critères possibles. Alors déjà, il faut que ce soit quelque chose que j'ai pas déjà fait. Ce qui est un peu simple dit comme ça, mais quand j'ai fait plus de 200 épisodes, un sujet qui soit pas déjà trop proche de ce que j'ai déjà fait. Par exemple, mon épisode 2, c'était les dragons au Moyen-Âge. Donc si quelqu'un arrive avec un sujet sur les dragons, je vais pas dire oui. En fait, quand je reçois un sujet, la première chose à laquelle je pense, c'est quel titre aura l'épisode. Et ça détermine pas mal de choses. Ça détermine un petit peu comment on va aborder le sujet. Et donc, il faut que ce soit un sujet qui soit pas trop précis, ni pas trop général, et qui a un petit côté un peu où je me dis, ok, là, il y a quelque chose à diffuser, là, il y a quelque chose à vulgariser. Là, par exemple, les prochains que je vais faire, que j'enregistre demain, j'ai la dot au Moyen-Âge. Et ça, c'est trop cool parce qu'on peut parler d'histoire sociale, d'histoire des femmes, d'histoire de la succession. Donc là, on est vraiment sur le côté un peu vie quotidienne, car ça va parler aux gens. Et j'enregistre aussi, et là, un peu différent, les Templiers. Demain. Donc là, par contre, les Templiers, énorme sujet, mais vraiment, le but de l'épisode, ça va être de faire quelque chose de très résumé. Vraiment, une grande introduction au sujet. Et ça, c'est assez important. C'est comme ça que je les conçois aussi, mes épisodes, un peu vraiment... Alors, des fois, c'est des grandes introductions, même si on rentre des fois dans le très précis. Mais le but, c'est que vraiment, les gens puissent écouter alors qu'ils n'y connaissent rien. Et à travers ces épisodes, toi, tu penses t'adresser à plutôt quel public ? Alors moi, mon but, c'est de parler à tout le monde. Et j'ai fait un sondage pendant l'été 2025. Super. Mais c'est assez important justement pour savoir un petit peu plus qui sont les gens qui m'écoutent et quelles sont un peu leurs envies, leurs attentes. J'ai eu 1800 réponses. Voilà, un bon sondage. Et ce qui est intéressant, c'est quand j'ai posé la question, est-ce que vous avez un métier lié à l'histoire ? Donc, sous-entendu, aussi les profs, les étudiants et tout ça. J'ai que un quart des gens qui disent oui. Donc, c'est vraiment aussi la preuve que j'arrive à parler à tout le monde. J'ai à peu près toutes les tranches d'âge et tout ça. Donc ça, c'est très, très chouette. Je suis très contente de ça. Donc, mais par contre, quand je demande aux gens s'ils sont intéressés par l'histoire, avant d'écouter le podcast, là, j'ai 97% de oui. Donc voilà, c'est des gens qui sont intéressés par l'histoire à qui je parle, clairement.
D'accord, et est-ce que tu as eu des retours où on t'a dit moi j'étais étudiant, je t'ai écouté, ça m'a donné envie de faire de l'histoire. Est-ce que tu penses que ça peut susciter des vocations? Alors j'en ai eu et ça me fait énormément de pression. C'est-à-dire que les gens font des choix de vie suite à ce podcast. Oh, mais non, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit faire des études d'histoire, enfin, s'orienter vers le médiéval, en tout cas un master. Des gens, et ça c'est rigolo aussi, qui disent une fois à la retraite, ok, je me lance dans un master. Là j'ai quelqu'un très récemment qui fait ça. Vraiment qui se dit, allez, j'ai toujours eu ça dans le coin de ma tête, j'ai envie de faire ça maintenant. Donc ça me fait super plaisir. Et après, il y a des gens aussi, ce qui est assez émouvant, c'est des gens qui sont déjà en études d'histoire. Mais par exemple, je pense que ce soit pendant le Covid ou même maintenant, qui font à distance et qui disent, ah mais votre podcast, ça me permet un peu de me tenir comme si j'avais un séminaire virtuel avec des gens que j'écoute. Donc vraiment qui se sentent un peu moins seuls dans leur recherche. Et ça, c'est quand même très très chouette. Donc super intéressant, merci beaucoup pour cette réponse. On se demandait, cette podcast, il est dédié à ceux et celles qui font le patrimoine. Et toi, quelle est ta vision du patrimoine et comment tu essaies de le valoriser, et plus précisément le patrimoine breton? Alors le patrimoine, c'est vrai que c'est large comme question. Moi, je me sens vraiment comme une sorte de relais. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de gens qui travaillent pour valoriser le patrimoine, dont c'est le métier et tout ça. Moi, j'arrive en essayant juste de faire un petit coup de projecteur. Alors, j'ai fait des épisodes sur, par exemple, Notre-Dame de Paris, qui n'a pas besoin de moi en termes de code projecteur, vraiment. Juste, là, ce qui était intéressant, c'est que ça répondait aussi à une envie que j'avais, ça répondait aussi à l'envie du public de savoir plus de choses, et aussi parce que, par exemple, j'ai fait une série d'épisodes en partenariat avec la cathédrale, surtout avec Rebâtir Notre-Dame, qui rebâtit Notre-Dame, donc ça, c'était chouette. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est faire des partenariats avec des musées, avec des institutions, où je me dis, ok, là, il y a quelque chose à faire pour faire connaître tel ou tel endroit. Par exemple, un épisode que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est sur le cloître de la cathédrale de Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne. Je pense qu'il y a quasiment personne qui écoute, qui connaît. Donc là, on n'est pas en Bretagne, mais c'est un exemple vraiment de... En fait, oui, là, c'est un petit endroit qui m'a contacté pour faire... Donc c'est surtout le musée de ce cloître qui n'existe plus. Et là, il y a une histoire à raconter. C'est ça qui est intéressant. Là, il y a quelque chose qu'à mettre en avant. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et sur le patrimoine breton, j'ai fait il y a pas très longtemps un épisode que j'ai enregistré au Festival des Remparts de Dinan. Donc ça, c'était très très chouette. Ce qui était cool, c'est que le festival m'a dit, voilà, on a envie de faire un épisode de Passion médiéviste. On a fait un appel à ce sujet auprès des chercheurs et chercheuses de Bretagne et on a eu plusieurs sujets. Et moi, j'ai trouvé donc une thématique en commun avec plusieurs invités qui avaient travaillé sur le patrimoine bâti. Donc on en a une qui travaille sur les ossuaires et une qui travaille sur une seigneurie. Et j'avais en plus quelqu'un de Dinan, de la ville de Dinan, pour nous parler des remparts de Dinan. Donc ça, c'était trop chouette, avec vraiment cet angle de parler de patrimoine bâti et comment il est vu aujourd'hui. Donc là, allez écouter l'épisode si vous voulez, parce qu'elles en parlent bien mieux que moi. Mais moi, vraiment, là, je me vois vraiment comme ça, comme un relais, et faire un peu des petits points de temps en temps pour donner envie aux gens d'en savoir plus, donner envie aux gens d'aller visiter, parce que on fait que de l'oral aussi. Bon, ça, c'est la spécificité du podcast. Donc forcément, on parle de choses qu'on ne voit pas, mais je dis aux gens, allez voir sur mon site, allez voir en vrai les choses. Donc c'est vraiment une petite porte d'entrée pour après donner envie aux gens d'en savoir plus. Et aussi, si ma mémoire est bonne, tu as aussi des formats qui permettent de redécouvrir un petit peu des sites. Je pense par exemple à l'épisode sur le Mont-Saint-Michel ou au Hors-les-Murs. Oui, en fait, j'ai un format notamment qui s'appelle Hors-les-Murs, où là, je fais vraiment de l'immersion sonore. Là, je m'amuse. Là, c'est vraiment un peu différent, même s'il y a toujours de l'interview. C'est que je fais entendre un lieu où l'histoire médiévale est encore présente aujourd'hui. Notamment, j'ai fait un épisode sur les marais salants de Guérande, une région qui est chère à mon cœur. Et là où je me disais, en fait, les marais salants, les salines, elles ont l'âge des cathédrales. Et juste ça, c'est vertigineux. Juste de se dire ça, que le tracé de certaines salines sont les mêmes depuis l'époque de la construction des cathédrales, c'est assez vertigineux. Et donc là, vraiment, je me dis, les marais salants, c'est assez particulier parce que c'est faire entendre un espace naturel. Donc je m'étais vachement amusée avec tous les bruits d'eau, avec les bruits d'oiseaux et tout ça. Mais j'ai aussi des épisodes un peu plus là, dans les murs, où j'entends les lieux, on entend différentes ambiances et tout ça, avec souvent une ou plusieurs personnes qui nous guident à travers le lieu. Et oui, après, ce que j'aime bien, c'est vraiment disséminer aussi l'histoire dans plein d'autres formats. Donc j'ai aussi le format Super Joute Royale, où alors on s'amuse à classer des personnages, en général, en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions. Toute mauvaise foi, on leur donne des points, on leur enlève des points. Et on avait fait effectivement un hors-série Bretagne-Vest-Normandie. Alors ça, c'est un peu drôle, parce qu'en plus, c'était enregistré à Rennes. Donc il y avait un petit côté, on s'amuse un petit peu. On avait pris plusieurs personnages bretons, plusieurs personnages normands, avec l'objectif à la fin de qui va gagner le Mont-Saint-Michel.
Donc là, comment provoquer des tensions? J'adore. J'aimerais bien faire donc un super joute sur les ducs de Bretagne. Ça serait vraiment trop cool. Notamment, j'ai un peu en discussion avec... alors, je suis plus en discussion avec Nantes parce que je connais un peu des gens là-bas. Quoi? Mais oui, c'est eux qui me proposent. Hein, mais s'il y a d'autres musées ou d'autres institutions... Parce que ce qui est cool, c'est de faire en public, là, pour un format comme ça. Et en public, ce qui est cool, c'est de faire ça avec un lieu, justement pour faire, en lien avec le patrimoine, faire venir des gens dans un musée qui ne connaissent pas peut-être, ou qui vont découvrir. Et notamment, là, j'ai fait il n'y a pas longtemps aussi au château de Vincennes. Alors, on n'est pas en Bretagne, mais... Ce qui était cool, c'est quand j'ai demandé aux gens qui étaient déjà venus au château de Vincennes, il n'y a que la moitié des gens qui ont levé la main. Donc ça veut dire que l'autre moitié venait pour la première fois. Donc là, déjà, ma mission de faire découvrir le lieu, elle était vraiment déjà remplie. Merci beaucoup. Donc Fanny, tu es également, je crois, intervenante dans des masters pour parler de la vulgarisation de l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi, à tes étudiants? Comment est-ce qu'on vulgarise l'histoire, notamment via le podcast, par exemple? Alors, je leur dis des choses. En vrai, je leur fais écouter des choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent, je commence mes cours par leur faire écouter des exemples. D'ailleurs, là, je suis en train de préparer mes cours et tout. Je me dis qu'il faut que je renouvelle un peu parce que parfois, mes exemples datent d'il y a plusieurs années. Il faut que je regarde ce qui se fait encore aujourd'hui. Et moi, en fait, ce que je leur fais comprendre, c'est que comme on est... En fait, c'est qu'il y a les spécificités de l'audio à prendre en compte. On ne peut pas montrer quelque chose. Et aussi, quand on explique quelque chose, vu qu'on n'est pas à l'écrit, on n'est que à l'oral, il faut faire un peu un effort pour rendre ça encore plus clair. C'est une évidence, tout ce que je dis, mais vraiment, quand on parle d'histoire et quand on parle de vulgarisation, c'est assez important. Donc, c'est quel format on veut faire. Voilà, je montre les différents formats de podcast, parce que donc il y a l'interview, là, comme on fait aujourd'hui. Mais il peut y avoir la fiction sonore, il peut y avoir le documentaire, il peut y avoir la chronique. Donc, il faut un peu voir quelle forme on veut faire. Et est-ce qu'on veut faire, par exemple, est-ce qu'on veut faire un podcast de 5 minutes ou d'1 heure? Parce que c'est pas la même chose, forcément. Est-ce qu'on va faire un podcast un peu plutôt informatif, un peu neutre, on va dire? Ou est-ce qu'on va faire ou on va faire quelque chose un peu rigolo ou quoi? Donc, en fait, c'est quand... On peut parler d'un seul sujet, l'histoire, on peut en parler de plein de façons différentes. Il faut juste choisir son format et essayer de se démarquer un petit peu de ce qui se passe déjà. Super, on note. Passion médiéviste, c'est un podcast qui parle de médiéval. Et donc, c'est souvent une période qui est considérée comme sombre, un peu déroutante. Et donc, on se demandait comment ton podcast, il permettait peut-être de casser des idées reçues, en fait, sur le Moyen-Âge. Eh ben, j'essaye, mais le travail est tellement dur. Vraiment, à chaque fois, on se dit « Ok, c'est bon, on arrive un petit peu à faire passer certains sujets. » On voit que, par exemple... Dans les médias, certains politiques disent « Ouais, on va pas retourner au Moyen-Âge. » Et là, en fait, vraiment, à chaque fois que quelqu'un dit ça, ça fait un peu reculer. Bon, on essaie quand même de progresser parce que notamment, j'avais fait une série d'épisodes aussi de formats que j'appelle de façon très générale, cliché sur le Moyen-Âge, où c'était des formats courts où on répondait à une question précise qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder dans les épisodes, par exemple. Non, les ceintures de chasteté n'existaient pas au Moyen-Âge. Non, les gens... Est-ce que j'ai... Oui, sur la saleté, tout ça. Donc on a fait un peu le point là-dessus, mais il y a tellement de choses à faire et aussi... on se bat parfois contre des gens qui sont beaucoup plus puissants, qui ont beaucoup plus d'argent pour passer leurs idées. Donc, c'est pas simple, mais je me dis, bon, j'apporte quand même ma petite pierre à l'édifice, et je me dis que voilà, déjà, si j'arrive à convaincre certaines personnes qui vont en convaincre d'autres, c'est déjà un premier pas. Au-delà des clichés, moi, ce que j'aime bien avec Passion médiéviste, c'est vraiment faire prendre conscience aux gens que le Moyen-Âge est plus riche que ce qu'on pense à la base. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est assez important, et justement, par la diversité des sujets, par les sujets parfois super précis, de dire, mais regardez, à chaque fois, je présente souvent le Moyen-Âge, imaginez une grande toile, mais elle est floue. Un grand tableau, il est flou. Et à chaque épisode, il y a un pixel qui vient net. Mais il y en a des milliards de pixels. Donc, il va prendre ça. J'arriverai jamais à rendre le tableau entièrement net, mais à chaque fois, les gens, peut-être, perçoivent un peu plus comment est le Moyen-Âge, perçoivent un peu plus que oui, c'est beaucoup plus complexe, mais de façon... sans forcément compliqué, c'est juste, oui, c'est plus riche, c'est pas juste, non, 1000 ans de froid, 1000 ans de recul, non, c'est vraiment une période qui est dans la continuité, que finalement c'est plus l'époque moderne, où on a eu beaucoup plus de recul, mais ça prend du temps, et après, je suis pas la première, je suis pas la seule, je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui vous diront ça, il y a toujours du travail, c'est clair. Et est-ce que tu penses que pour pouvoir parler de l'histoire, pour pouvoir parler du Moyen-Âge, il faut avoir une formation universitaire, ou bien est-ce que si on est seulement intéressé et qu'on a lu des ouvrages, on est légitime d'en parler? Alors, oui et non. C'est-à-dire que... Alors,
C'est un peu compliqué de répondre à ça parce que je veux pas shamer les gens qui n'ont pas fait d'études d'histoire, parce qu'en fait, oui, on peut parler d'histoire sans avoir fait d'études d'histoire, oui. Mais le truc aussi, c'est que quand on a une formation d'histoire, on a un peu une formation. C'est ça demande aussi un certain recul, on apprend certaines méthodes. Et que parfois, quand on voit le travail de certains vulgarisateurs ou vulgarisatrices, je me dis, c'est un peu léger, c'est un peu rapide, et c'est juste que voilà, peut-être qu'il faudrait un peu plus lire, un peu plus, mais c'est un peu compliqué de répondre à ça parce qu'il y a des gens qui ne font pas de formation d'histoire et qui transmettent très bien l'histoire, mais parce qu'aussi peut-être qu'ils ont réfléchi un peu plus, notamment il y a des petites choses, quand je vois qu'on peut avoir des vidéos ou des contenus où il n'y a aucune référence qui est citée. Alors oui, sur Internet, on n'a que 2 minutes pour convaincre et tout ça, mais oui, mais on a la description où on peut rajouter des choses. Et quand je vois parfois qu'en description, il n'y a vraiment aucune référence, ou alors que les références qu'on a, elles sont super datées, c'est-à-dire par exemple, on fait référence à des gens des années 50, années 60, des historiens, des historiennes, alors que souvent, en fait, les travaux de ces personnes-là ont été largement renouvelés après. Et donc là, je me dis, c'est un peu dommage là de ne faire que référence à ces gens-là, parce que du coup, peut-être qu'on transmet une vision de l'histoire qui est peut-être un poil datée, et que du coup, en faisant des études d'histoire, on a un peu plus conscience de ces choses-là, où il faut faire un peu plus attention à avoir une historiographie un peu plus récente. Donc tu vois, je jette la pierre à personne, parce qu'il y a aussi des gens qui font des études d'histoire et qui transmettent très mal l'histoire derrière, donc c'est pas forcément synonyme de bon, on n'est pas forcément bon médiateur quand on fait des études d'histoire, c'est vraiment une question aussi, je pense, de personnalité et d'envie de transmettre. Mais je pense qu'effectivement, les gens qui font pas d'études d'histoire, il faut peut-être qu'ils poussent un petit peu, ou alors qu'ils se fassent attention à certaines choses et regarder un petit peu. On peut penser à Nota Bene qui n'a pas fait des études d'histoire très poussées, il me semble qu'il n'a pas fait de master, il n'a pas fait de thèse. Pourtant, c'est aujourd'hui un des plus grands vulgarisateurs en histoire en termes de diffusion qu'il fait, il est là depuis très longtemps, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin. Et par contre, lui, il s'appuie sur les travaux de chercheurs, de chercheuses, il fait bien attention à ça, il fait écrire ce texte ou relire en tout cas par des historiens et des historiennes. Donc peut-être ça peut être ça aussi, pour les gens qui veulent faire de la vulgarisation, peut-être juste essayer de se faire relire, ou un peu être validé par des chercheurs et chercheuses ou par des historiens et historiennes, et voilà, pour être sûr que on passe pas à côté de certaines choses, parce qu'il y a vraiment plein... On peut vraiment peut-être faire des erreurs facilement, donc il faut prendre son temps et essayer un petit peu de vérifier ce qu'on fait. La question des sources, elle est assez importante. Merci pour ta réponse franche sur cette question. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vulgarisateurs finalement qui se mettent à parler d'histoire sur Internet, sur différents médias. Et au final, on voit pas forcément beaucoup encore de parité, beaucoup de femmes peut-être en parler. Est-ce que toi, tu peux parler de ça ? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Est-ce que ça change ? Voilà. Moi, je suis pas d'accord parce que, alors, c'est peut-être aussi un biais parce que forcément, je vois beaucoup de gens qui parlent d'histoire. Alors, sachant que, je dis tout de suite, c'est que moi, je suis pas sur TikTok et même, j'ai pas de compte TikTok ni rien. En fait, vraiment, c'est juste parce que j'ai pas le temps et la flemme. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Donc, j'ai pas du tout la visibilité là-dessus, mais en tout cas déjà ce que je vois sur Instagram, sur YouTube, en podcast, je vois beaucoup de parité. J'ai l'impression que l'histoire peut intéresser autant les hommes que les femmes, et elles en parlent autant. Par exemple, Alice Durand sur Instagram, j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que donc moi j'avais reçu un podcast Passion Antiquité il y a longtemps, mais maintenant elle se diversifie. Tout ce qui est les formats en fait où on a des personnes qui face cam parlent aux gens directement et racontent des histoires, moi je trouve ça super, et je trouve qu'il y a autant d'hommes que de femmes, en tout cas dans mon prisme, dans ce que je peux voir, c'est assez diversifié. Après par exemple, je sais que sur YouTube c'est aussi peut-être plus compliqué parce que c'est une plateforme qui est plus ancienne. Et en fait, de toute façon, dès qu'une femme malheureusement se met en avant, elle se prend des commentaires. Moi j'ai la chance que je n'en prends peu, mais j'ai conscience totalement d'être un peu une exception. Vraiment, je me sens un peu ok. Peut-être parce que le podcast fait que je me montre pas beaucoup en avant, je mets qu'en avant un peu en story, un peu en post, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos de moi en train de parler. Mais je sais que voilà, il y a aussi ça, le problème d'être sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, c'est que du coup, on va se prendre des commentaires sexistes, on va se prendre des choses comme ça, on va forcément être beaucoup plus critiqué qu'un homme, donc c'est un peu plus dur. Mais j'en vois, et donc force à elle, et on y arrive. Et est-ce que, donc là, tu as parlé un petit peu de ce que pouvaient vivre les femmes sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as noté une différence d'audience aussi ? Peut-être que par rapport à d'autres collègues, tu as moins de visibilité ? Alors, le truc, c'est qu'un podcast, c'est un peu compliqué de savoir exactement l'audience. Parce que, là, vraiment, pour faire un tout petit peu de technique, sur YouTube, c'est facile. On a une plateforme de référence, on voit les vues. Sauf qu'en podcast, en fait, on a l'hébergeur qui récupère, là où on héberge son podcast, où on a des chiffres, et après, donc, l'épisode est écouté sur des plateformes de diffusion. C'est la différence entre hébergeur et diffusion.
Et il y a des plateformes de diffusion qui, des fois, n'envoient pas les stats. Par exemple, je sais que Spotify, je ne sais pas pourquoi, n'envoie plus les stats. Donc, il y a un moment, je ne comprends pas, mes audiences baissent, mes chiffres que je reçois baissent, j'étais inquiète. En fait, non, ok, non, c'est juste Spotify qui n'envoie plus. Mais du coup, c'est donc un peu compliqué. On peut juste se mesurer, effectivement, avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais par exemple, je sais que certains podcasts qui, j'estime, ont à peu près la même audience que moi sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup plus d'abonnés. Donc, j'essaie en vrai maintenant de moins en moins me comparer. D'accord. J'essaie. Je dis pas que c'est facile, mais notamment le truc de Spotify, ça m'a bien calmée parce qu'avant, je regardais mes stats tous les jours. Et en fait, quand on comprend qu'en fait, on n'arrive pas totalement à avoir un chiffre précis, j'ai clairement une estimation. Je pense que j'ai environ entre 12 000 et 15 000 auditeurs, auditrices réguliers qui écoutent tous les épisodes. Et après, pour environ maintenant 220 épisodes, j'ai 4 millions d'écoutes en cumulé. Et en vrai, je suis déjà très contente parce que mon travail me permet de vivre. J'ai des écoutes. Quand je fais des événements, c'est quasiment complet à chaque fois. Donc moi, je mesure comme ça aussi. Je mesure vraiment avec le physique, avec le concret. Et je suis déjà très contente comme ça. C'est quand même un succès, on peut le dire. Ouais, mais voilà, c'est que aussi, je suis contente de ce que j'ai. Et même si j'ai toujours envie de faire plus, je sais aussi me satisfaire de ce que j'ai, être contente de ce que j'ai. Et donc ça, je pense que c'est assez important des fois d'avoir un peu de recul, de dire « mais en fait, c'est cool, là, tout ce que je fais. Je suis très contente de moi. » Donc ça, voilà, c'est important de le satisfaire. Mais oui, et tu fais bien. Et donc, le mot de la fin, plutôt la question de la fin, ça serait pour un jeune ou une jeune qui souhaite, ou même pas jeune en fait, qui souhaite lancer son podcast ou son média lié à l'histoire ou au patrimoine. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ? Ça rejoint un peu ce que je dis tout à l'heure, mais je pense que c'est assez important. C'est réfléchissez bien à comment vous vous présentez. Et donc aussi au titre. Alors, c'est un podcast, par exemple, réfléchissez au titre. C'est vraiment un de mes chevaux de bataille. C'est dire, mais en fait, faites attention à ne pas choisir un titre podcast qui ressemblerait à quelque chose qui existe déjà. Parce que du coup, on va tout le temps vous comparer. Donc, autant vous différencier. Moi, c'est vraiment essayer de vous différencier. Et même dans l'angle que vous allez avoir. Alors, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai lancé Passion médiéviste, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Donc, j'ai pris un nom simple avec l'angle jeune chercheur, jeune chercheuse. Si je vois aujourd'hui un podcast qui se lance et qui interviewe des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire médiévale, j'avoue, je serais pas trop contente parce que c'est déjà ce que je fais. Alors même si on peut dire oui, mais ce sera pas la même façon, ce sera pas le même sujet. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire que la personne va tout le temps être comparée à ce que je fais. Donc c'est pas cool. Autant essayer de trouver une autre façon. En fait, ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de façons de parler d'histoire. Donc essayez de vous différencier. Faites vos devoirs. Regardez ce qui existe déjà. Faites un petit peu votre petite liste et regardez, ok, je sais que je vais être différent par rapport à ci, par rapport à ça. Parce que, et je dis des fois, alors, par exemple, les comptes Instagram, je vois des comptes Instagram qui parlent d'histoire, de culture. J'ai l'impression des fois de voir tout le temps la même chose. Il n'y a pas des trucs où je me dis, ah ouais, tiens, ça c'est original, j'ai envie de m'abonner. Et non, mais ok, quelqu'un qui va encore partager des anecdotes historiques. Ok. Sans aucune choix de période, en prenant tout compilé, en ayant un peu tout le temps la même façon d'en parler, c'est bien, mais en fait, c'est comme les autres. Donc, on ne se démarque pas, donc on ne nous retient pas. Donc, essayez de trouver un angle, essayez de trouver une spécificité. Je dis n'importe quoi, mais je sais pas, avoir une accroche différente à chaque fois. Donc, il faut essayer de trouver vraiment comment se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà plein de gens qui en font, mais qui n'en feront aussi. Un autre conseil, il faut durer. Il y a plein de gens qui font alors c'est comme toutes les activités, même quand on était ado, on fait de la peinture pendant 1 an et l'année d'après on fait de tir à l'arc. Mais là c'est un peu ça aussi, c'est que pour X raisons, il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui essaient pendant 6 mois, qui font pendant 1 an et qui après, en fait ça les saoule, ils arrêtent. Donc aussi, un conseil si vous voulez un peu essayer de porter, de continuer, essayez de réfléchir sur le long terme. Alors, on peut aussi réfléchir sur le court terme. Réfléchir, ok, je fais un podcast qui fera 6 épisodes et on est déjà très content et ça peut être très très bien. Mais si vous voulez être sur la longue durée, il faut penser un peu sur la durée, avoir une réserve de sujets, pas se dire, allez, je lance mon podcast et j'ai 2 idées de sujets. Non. Si on veut durer un peu plus longtemps, il faut essayer de réfléchir un peu plus loin. Alors moi je dis ça, mais c'est exactement ce que j'ai fait au début. Mais bon, j'avais déjà un petit peu quelques idées. Voilà, donc c'est plein d'idées comme ça et je pense que juste, faut s'amuser aussi. Ça, c'est important. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, c'était passionnant. Merci de m'avoir interviewée. Et on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.